Aubergine 666, parle-nous de ton passé. Qui es-tu? C'est quoi ton CV? Alors ça va glousser dans les derniers rangs. Avant de créer cette chaîne YouTube, j'étais coach en séduction. J'aidais les hommes à rencontrer les femmes, c'est-à-dire que je les aidais à cultiver une forme d'audace respectueuse pour pouvoir identifier et provoquer des opportunités de rencontre, vérifier s'il y a une compatibilité naissante et si oui, transformer cette rencontre en relation, une forme d'ingénierie sociale finalement, redoutablement efficace et humainement très gratifiant pour moi parce que j'ai pu contribuer à transformer la vie de mes clients et des femmes qu'ils ont rencontrées. Avant ça, de 2001 à 2018, j'ai développé une plateforme de location court terme sur Internet. Alors aujourd'hui, on appelle ça Airbnb, mais quand j'ai développé ça en 2001, c'était 8 ans avant que Airbnb n'existe. Ça a bien fonctionné, j'ai vendu l'activité en 2018 et c'est surtout les fruits de cette activité qui a permis de payer les voitures dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne. Avant ça, bien sûr, j'étais ingénieur dans l'automobile. De 98 à peu près en 2001, je me suis rendu compte assez vite que ça m'allait pas du tout d'être salarié. C'est pourquoi j'ai tourné cette page-là et j'en parle davantage de mon métier d'ingénieur dans ma vidéo célébratoire des 10 cas, pour ceux que ça intéresse. Michael, as-tu déjà explosé un moteur? Oui, deux. Alors, plus précisément, j'en ai cassé un et vraiment explosé un deuxième. C'était tous les deux des V6 Alpha, d'une Alpha GTV6 2,5 litres, donc le coupé des années 80. La première fois, alors les détails sont flous parce que c'était il y a plus de 20 ans, défaut de lubrification dans le bas moteur, le voyant de pression d'huile ne s'est malheureusement pas allumé et le moteur a grippé. J'ai préféré le remplacer par un autre moteur acheté dans une casse, même pas 100 km après avoir fait installer ce moteur. Et ben j'étais à peu près 160 sur l'autoroute et tout d'un coup, boum, 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 et énorme nuage de fumée blanche dans mon rétroviseur. Ça a fait comme les moteurs de Formule 1 qui explosent. Ça a dû faire un écran de fumée pour toutes les voitures qui suivaient. Le moteur était complètement désintégré. En fait, il y a une bielle qui avait cassé dans le moteur, qui avait traversé le bloc, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. J'ai été remboursé ce moteur-là. Cette fois, j'ai acheté un moteur non pas d'une casse d'occasion, mais un V6 Busso neuf. Et la suite, c'est bien écrite. Moreno Di Napoli, saurais-tu dire combien te coûte par mois ta passion auto? Carburant, entretien, assurance, etc. Alors Moreno, t'es pas sympa, parce que j'ai fait une vague somme et c'est assez alarmant. J'ai sur mes 5 voitures, il y en a 4 qui dorment dans des parkings, ça fait 250 €, parce que heureusement je suis hors du centre de Paris. Deux pleins à peu près par mois, ça fait 200 €. L'assurance, j'ai pas regardé dans le détail. En fait, je regarde jamais combien me coûte l'assurance parce que je refuse que ce soit un critère dans mes choix de voiture. Mais à la louche, il y en a pour 500 € par mois sur toutes les voitures confondues. Le bas blesse vraiment sur le poste entretien et modification où là, écoute, non, je vais pas faire le total parce que ce serait trop déprimant, mais il est évident que ça revient à plus de 1000 € par mois. Ouais, je sais. Donc ça fait un total de, à la louche, 2000 € par mois. C'est assez alarmant vu comme ça. Euh, mais voilà, c'est ça la réponse. Cito Rock. Peut-on bien gagner sa vie en tant qu'ingénieur motoriste ou faut-il se résigner à rouler en Kangoo? Alors je pense que Cito Rock a regardé ma vidéo des 10K parce qu'il fait allusion, il fait une blague indirecte sur le fait que j'ai travaillé sur l'optimisation du contrôle moteur de la Renault Kangoo. Et la réponse est intéressante, elle vient en deux parties. Gagner sa vie en ingénieur motoriste, d'un côté non, pas du tout. C'est une des raisons qui m'a fait, mais pas la seule, qui m'a fait quitter le métier. Je me souviens à l'époque, mon supérieur, quand j'étais jeune ingénieur, alors j'avais la chance de rouler dans ma première voiture vraiment intéressante, c'était cette fameuse Alpha GTV6. Et il m'avait dit, alors il s'appelle Emmanuel Boudard, s'il regarde, il m'avait dit, tu sais Alex, faut pas te faire d'illusions. Tu ne pourras pas toujours rouler avec des voitures de sport, notamment plus tard quand tu seras père de famille. Et ça avait créé en moi une sorte de révulsion, un désir de lui
prouvé qu'il avait tort et qui avait sans doute contribué à ce que je démissionne de mon métier d'ingénieur pour me consacrer à des activités que je pensais et qui ont été plus lucratives. Maintenant, l'autre côté du débat, c'est qu'on peut vraiment gagner beaucoup d'argent en tant qu'ingénieur motoriste. Pour preuve, peut-être vous connaissez son nom, Laurent Rossi. Laurent Rossi, c'était mon binôme de stage de fin d'études d'ingénieur motoriste chez Renault. Et ben, on a commencé ensemble notre cursus. Moi, j'ai quitté l'ingénierie pour me consacrer à l'entrepreneuriat. Lui, il est resté dans ce cursus-là, même s'il a fait une parenthèse dans le consulting aux USA et chez Google, il est revenu après dans l'automobile et il a terminé en étant patron de la marque Alpine au moment où l'A110 est sorti et donc patron aussi de l'écurie de Formule 1 Alpine. Donc évidemment, super parcours. Il gagnait sans doute beaucoup plus d'argent que moi en tant que salaire. Et donc oui, on peut aussi très bien gagner sa vie en démarrant, du moins, ingénieur motoriste. Samy, qu'est-ce qui te qualifie pour faire des essais et donner tes impressions? Alors la question un peu provocante de Samy, elle est totalement légitime parce que youtubeur et essayeur automobile, ce n'est pas une profession réglementée. N'importe qui peut s'improviser à faire des essais vidéo sur YouTube. À vrai dire, je me suis jamais vraiment posé la question. Sans doute parce que j'ai ce que ma femme appelle syndrome de l'imposteur inversé. C'est-à-dire que je me sens jamais imposteur, même alors que je devrais me sentir imposteur. Maintenant, avec du recul, je vois que mes vidéos fonctionnent bien. Les commentaires sont plutôt élogieux. Alors, comment ça se fait? Sans doute parce que ma formation initiale d'ingénieur m'a aidé à décortiquer de façon analytique les choses. De ce qu'on lit dans les commentaires, je m'exprime plutôt bien à l'oral et paraît-il, c'est relativement rare sur YouTube. Ensuite, j'ai une certaine expérience des voitures diverses et variées, notamment sportives, puisque j'en ai acheté, possédé, entretenu et roulé et revendu plus de 55 au dernier comptage. Donc espérons qu'au bout de toute cette expérience, j'ai des choses utiles à dire. Et puis enfin, et peut-être pas des moindres, j'ai pas peur de me montrer devant une caméra et j'ai pas peur que la planète entière me voie. Ce qui est, paraît-il, une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors maintenant, il y a Polo qui pose une question intéressante. Tes titres racoleurs desservent ton professionnalisme. Peux-tu nous en dire plus sur leur rédaction? Ouais, vaste sujet. Je considère que je ne fais jamais du clickbait, c'est-à-dire des titres putaclic, dans le sens où ma vidéo délivre toujours sur la promesse faite dans mon titre. Je n'induis pas les gens en erreur. Maintenant, cela dit, j'ai tendance à toujours prendre un angle un peu racoleur, mais qui est fidèle à l'histoire racontée. Et j'ai tendance aussi à exagérer l'émotion. Regardez le titre de cette vidéo. J'ai mis dans le titre les éléments les plus racoleurs, mais c'est pas du putaclic parce que j'ai démarré cette vidéo en délivrant tout de suite sur la promesse de ce titre. Un autre exemple, si vous regardez mon essai, de la BMW E36 328i Cabriolet, vous remarquez que dans le titre, je parle du 1% qui a rendu les propriétaires de ce modèle fou. Parce que l'être humain a un biais de négativité. On a tendance à être alerté et donc vouloir en savoir plus sur quelque chose qui peut déranger, faire peur, nous menacer. Je démarre la vidéo avec ce propos-là, en montrant c'est quoi le problème. Et on voit que j'ai exagéré l'émotion parce que, évidemment, les propriétaires ne sont pas littéralement devenus fous. Ils n'ont pas été embarqués à l'asile. C'est une expression imagée pour dire qu'ils étaient dérangés. Et j'explique dans la vidéo que je les voyais sur les forums en train de poser des questions pour essayer de résoudre ce problème. Donc vous voyez, c'est pas du tout mensonger. Galada, pourquoi fais-tu de la pub à quart vertical alors que c'est une arnaque? Alors, vous savez, Quart Vertical, c'est ce service de vérification qui permet en 3 clics de sortir l'historique d'un véhicule pour pouvoir mettre en lumière le passé trouble d'une voiture qui nous intéresse, que ce soit accident, vol, kilométrage trafiqué, et j'en passe. Alors, cette vidéo présente, elle est faite en partenariat avec Quart Vertical, mais sur YouTube, tout ce que j'ai, c'est ma crédibilité. Et ma crédibilité, elle n'est pas à vendre, jamais.
Donc, j'accepte des partenariats que avec des marques que j'utilise et dont je suis satisfait. Je vous donne un exemple. Vous savez, mon Alpina a été récemment volé. Eh bien, je me suis renseigné sur des traceurs GPS. J'ai choisi pour mes autres voitures le traceur GPS Invoxia et j'en ai acheté donc 5 pour mes autres voitures. J'ai testé ce système hier, je l'ai validé et suite à l'avoir validé pour mon usage personnel, j'ai envoyé aujourd'hui même un email à Invoxia pour solliciter un partenariat commercial avec eux parce que j'ai envie de vous en parler de cette marque. Et si Invoxia me paye pendant que je vous recommande un truc que j'ai acheté pour moi, bah, tout le monde est gagnant, non? Alors, cela dit, pour apprécier Car Vertical, bah, il faut bien comprendre le service. Souvent, les gens comprennent pas. Ils disent parfois, j'ai reçu un rapport vide, je comprends pas pourquoi j'ai payé. Mais non, un rapport vide, c'est bien. C'est une voiture sans histoire. C'est ce qu'on veut. Ce serait comme, par exemple, recevoir un candidat en entretien d'embauche, demander son casier judiciaire et s'apercevoir que le casier judiciaire est vide. Bah, c'est bien. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut continuer avec le processus d'entretien. Alors, certains m'ont déjà objectionné qu'il y a des concurrents gratuits et que donc Car Vertical, c'est une arnaque. Mais non, les concurrents gratuits, c'est que sur la France. Et les voitures passion qui nous intéressent, elles voyagent à travers les frontières sur toute l'Europe. Donc moi, je voulais une solution quand j'achète une voiture qui vérifie l'historique sur toute l'Europe. Enfin, il faut bien comprendre que Car Vertical, c'est une vérification administrative qu'on fait en amont de faire une inspection physique de la voiture. Et le Car Vertical ne se substitue pas à une inspection physique. Avant d'investir des milliers dans une voiture, la moindre des choses, c'est d'abord de sortir son rapport Car Vertical pour quelques euros. Et en plus, vous avez le droit à moins 20% avec mon code promo 1G. Donc vous n'avez vraiment aucune excuse. Alors maintenant, Nassim Bouaza. Que penses-tu du diesel sportif, entre guillemets, type M57? Alors, écoute, je suis désolé Nassim, j'ai l'impression que tu es fan de diesel. Non. Diesel sportive, c'est un oxymore. Ce sont deux termes qu'on met ensemble qui se contredisent. La raison pour laquelle on ne peut pas avoir un moteur sportif qui soit diesel, elle est double. D'abord, il y a une question d'inertie des composants mobiles. Pourquoi? Parce que un moteur diesel fonctionne avec des taux de compression qui sont le triple ou le quadruple des moteurs à essence. C'est la nature de la combustion qui veut ça, c'est inévitable. Ces taux de compression extrêmement élevés impliquent un embiellage qui est très lourd, un vilebrequin qui est plus lourd, des pistons qui sont plus costauds. Tout ça, c'est lourd à mettre en mouvement. Et donc, les moteurs diesel, même si on essayait d'en faire un sportif, il aurait beaucoup d'inertie, il prendrait pas vite ses tours. Donc, non. L'autre raison, et on l'a vu quand il y a eu des tentatives de diesel en compétition automobile, comme par exemple Audi et Peugeot aux 24 heures du Mans, mais ces diesels-là ne pouvaient pas prendre plus de 5500 tours par minute. Pourquoi? Aucun diesel ne pourra jamais prendre plus de 5500 tours par minute. En fait, c'est une contrainte chimique due à la vitesse de propagation du front de flamme quand on fait brûler du carburant diesel. Le front de flamme ne se propage pas assez vite, donc on ne peut pas dépasser 5500 tours, quoi qu'on fasse, quels que soient les budgets qu'on y mette. Donc diesel sportif, je ne vais pas en entendre parler. Alors, est-ce que du coup un diesel c'est adapté aux grosses voitures luxueuses parce que les diesels sont très coûteux à bas régime? Là non plus. Parce que qu'est-ce qu'on veut dans une voiture, une grosse voiture luxueuse? On veut du raffinement, de la sophistication, de la noblesse mécanique. Tout ça est aux antipodes du diesel, que ce soit le bruit de claquement à froid, même s'il est beaucoup amélioré aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un moteur à essence, ne serait-ce que l'odeur à la pompe, l'effet que ça fait sur les doigts quand on fait son plein, tout ça n'a rien à voir d'après moi avec le monde des voitures luxueuses. Donc il reste juste les petites voitures économiques ou je dirais plutôt même les déplaçoirs pour les gens qui s'en fichent. Alors je suis un peu sévère, je sais, et je vais essuyer des abonnements de tous les dieselistes. Je suis désolé, je suis sincère. Ouais, c'est pour les déplaçoirs. Alors, question liée de Sapa Paya. S'il devait ne rester en circulation que des diesels, quel modèle choisirais-tu? Bon, à la limite, la BMW Alpina D3, donc le D pour diesel, c'est la série 3 par Alpina.
dans sa génération F30, parce qu'au moins, même s'il y aurait plus de charisme mécanique, bah, il y aurait une forte poussée qui vient du couple, et toute l'exclusivité de l'ambiance Alpina et de cet univers-là, et le toucher de route fabuleux qui va avec les modèles de la marque Alpina. Strat, en tant que collectionneur, qu'as-tu appris sur toi après l'achat, l'utilisation et la revente de tes plus de 55 voitures? J'ai appris à choisir mes voitures non pas par coup de cœur passionnel de la voiture donnée sur l'annonce, mais de son adéquation à mon usage, mon use case. Combien de fois j'ai acheté une voiture sexy, par exemple une voiture de course immatriculée, et je l'ai revendue quelques mois plus tard parce que en fait ça me rendait ouf, c'était pas du tout adapté à ma vie, ça me fonctionnait pas dans les bouchons, je pouvais pas mettre ma famille dedans, c'était excitant sur 15 minutes, mais après c'était énervant. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, j'ai appris que les pannes sont proportionnelles au changement d'usage qui est fait de la voiture quand on l'achète. C'est-à-dire, par exemple, si j'achète un collectionneur qui a gardé sa voiture sous cloche pendant des années, et que moi je me mets à rouler fort et régulièrement, bah là je vais provoquer tout un tas de pannes. C'est aussi pour ça que j'évite les voitures faiblement kilométrées. J'ai trouvé dans mon expérience, et il n'y a pas eu grande exception, hein, que les voitures fortement kilométrées sont beaucoup plus fiables à l'usage, surtout quand on roule fort, que les voitures faiblement kilométrées. Alors attention, je suis pas en train de dire allez juste acheter une voiture fortement kilométrée. Non, non. Il faut que ce soit une voiture fortement kilométrée et qui soit exceptionnellement bien entretenue. Ok? Nuance. Et enfin, j'ai appris que, on dit en anglais, you get what you pay for. Tu obtiens ce pourquoi tu payes. C'est-à-dire que les affaires n'existent pas vraiment ou rarement de façon reproductible à la régulière. Si on achète une voiture peu chère, il y a toutes les chances qu'elle nous coûte beaucoup plus cher sur le moyen long terme que si on achetait un exemplaire initialement plus coûteux, mais qui va nous coûter beaucoup moins sur la durée. Maintenant, Thomas NBL, pourquoi ce blocage pour les voitures post-2008? C'est vrai que je fais un peu un blocage, j'avoue. Il y a les aides à la conduite. Ça a commencé à empirer le jour où il y a eu un voyant c'est avec cette génération de voitures. Il y a déjà un voyant qui s'allume. Si je déplace ma voiture sur le parking sans mettre ma ceinture de sécurité, ça affiche un voyant. Plus tard, il y avait un bong qui est arrivé sur les voitures à partir de l'an 2000. Ensuite, les voitures ont commencé à afficher quand elles avaient un écran central. D'ailleurs, j'ai horreur des écrans centrales. Juste laissez-moi conduire. Quand sur l'écran central, quand on met le contact, ça affichait attention, vous devez respecter le code de la route. Alors, non, j'ai pas envie que ma voiture m'infantilise et me dise ce que je dois ou ne dois pas faire. Ensuite, à partir de 2008-2010, les voitures sont devenues nettement plus larges, ont pesé nettement plus lourd. Cette obésité galopante, je n'en veux pas. Ensuite, la variété mécanique a commencé à disparaître parce qu'à force d'optimiser à fond les moteurs pour la consommation, on arrive sur des moteurs qui font tous à peu près 500 cm3 par cylindre et qui sont turbo-compressés. Et donc, il n'y a pas la variété charismatique des mécaniques d'antan. Et aussi, il y a une sorte de lissage de fonctionnement. On a des sonorités qui deviennent un peu synthétiques. Alors, je parle même pas de la synthèse qui est envoyée dans la cabine par les enceintes. Je parle du son du moteur qui devient moins rugueux, moins brut, moins viscéral que d'antan. Et le style aussi qui devient plus homogène. Bref, je mets le coup près vers 2008, même si je suis sûr que vous allez pouvoir trouver des exceptions. Question liée de Thibaut.ct. Quel est pour toi l'âge d'or de BMW? C'est le même âge d'or que pour toutes les marques. Je suis surtout, moi, sur les années 90. Cette voiture en témoigne, elle est de 98. Les années 90, c'était une intersection où les voitures étaient devenues fiables, parce que voilà, plus de carburateur, plus d'injections mécaniques qui posaient problème. On est sur des injections électroniques qui sont ultra fiables, qui sont plutôt économes et efficientes. On est sur des voitures qui sont performantes, y compris en usage sportif, intensif. Et pourtant,
ce sont des voitures qui restent entières dans leur approche, qui sont pleinement engageantes, qui sont communicatives, qui sont du coup émotionnellement engageantes. Et à partir de l'an 2000 à peu près, ça a commencé à doucement décliner. Et maintenant, Karam Shishab, pour terminer, quel est ton 3-car dream garage? C'est-à-dire mon garage de rêve à 3 voitures. Eh ben, ça va peut-être vous surprendre, mais moi je mettrais rien de vraiment dingue dedans. Donc vous n'allez pas m'entendre y mettre une McLaren F1 ou une Ferrari F50 ou une 250 GTO. Non, rien de tout ça. Pourquoi? Parce que je suis pas collectionneur, je suis driver, j'adore utiliser mes voitures un max, donc elles ont besoin de s'insérer dans mon usage réel, notamment pouvoir prendre des petits-enfants à l'arrière, et aussi pouvoir les garer un peu n'importe où, en insouciance, et aussi pouvoir pas trop stresser si je les raye. Donc je vais être sur, déjà, pour avoir une petite berline 5 places, une BMW E30 Alpina B6 3,5 litres. Alors ça vaut à peu près quoi 100 000, mais on en trouve quelques-unes faites en berline, et là je pourrais emmener, c'est une 5 places, je pourrais emmener mes 3 enfants dedans, et là, génial. Compact, agile, exclusif, performant, engageant, me replonge dans mon époque préférée qui est début des années 90. Également, et là vous allez croire que je me fous de votre gueule, et ben ce serait cette voiture aussi, une de mes 3 places, même si j'avais un budget illimité. Alors, une 996 C2 légèrement modifiée comme celle-ci, bah, je trouve que l'expérience de conduite, elle est dingue. Alors, je vais pas prendre le temps dans cette vidéo de l'expliquer, je ferai un essai dessus. Et je trouve ça en particulier mieux que son prédécesseur qui vaut autrement plus cher, la 993. Et je trouve ça mieux aussi que son successeur, la 997. Je sais, c'est une opinion là que j'exprime qui est impopulaire, qui est polarisante, mais je vous expliquerai dans une vidéo prochaine pourquoi c'est le cas. Enfin, la dernière place dans mon garage, ce serait un V12 boîte manuelle à carbu et qui prenne des petits enfants à l'arrière, une Ferrari 365 GTC 4. Donc c'est la berlinette des années 70 qui était vendue en parallèle à l'époque à la Ferrari Daytona, qui aujourd'hui vaut plusieurs multiples fois plus cher, parce qu'une GTC 4, ça se touche à peu près 200 000 euros, alors qu'une Daytona, bah, c'est le triple, voire parfois le quadruple. Pour une expérience de conduite qui, paraît-il, est supérieure sur la GTC 4. Alors, je sais, la Daytona est plus jolie, plus mythique, on est d'accord, mais la Daytona n'a pas de petite place à l'arrière. Et ça, pour moi, mon usage, ça fait la diff. Sur ce, je vous dis encore merci pour votre support et bah, à la prochaine, on va dire que ça va être pour 100 000 abonnés. Je sais pas quand ce sera, mais merci et bisous à vous tous. Au revoir.